Aujourd'hui, on reçoit Olivier Roller, qui est photographe et qui, depuis plus de 10 ans maintenant, travaille sur l'image du pouvoir, des hommes et des femmes de pouvoir. Et je trouvais intéressant de pouvoir questionner dans un moment assez particulier où les gens parlent du pouvoir des citoyens, en opposition au pouvoir justement des politiques, des rois, des présidents. L'évolution tout au long de l'histoire de l'image à la fois transmise, donc ces fameux deux corps du roi, donc c'est-à-dire de l'image institutionnelle et de l'image physique. Et surtout ces dernières années, toi, quand on a photographié des tonnes d'hommes de pouvoir, ce que tu ressens de cette évolution-là, actuellement, en ce moment, dans les médias. J'ai 4 heures, c'est ça? T'as que 3 heures. Alors, il y a plusieurs questions, en fait. Il y a le rapport historique. Moi, je ne suis pas historien, mais ce qui m'intéresse, au fond, moi, mon travail, c'est de photographier le pouvoir, les visages du pouvoir. Parce que quand on parle du pouvoir, au fond, on va parler de lieux, de signes extérieurs, mais rarement de visages, rarement d'individus plutôt. Et quand on parle d'individus, on va parler des politiques. On peut se poser la question si les politiques sont ceux qui ont encore du pouvoir aujourd'hui. Dans notre société, sans doute que c'est ceux qui en ont pas forcément le plus. Voilà. Mais symboliquement, il reste des figures de pouvoir. Oui, bien sûr. Depuis, donc, moi, ce travail-là, je photographie des visages, et dans mes expositions, en fait, je confronte les visages des hommes de pouvoir d'aujourd'hui à l'histoire du pouvoir, donc de l'Empire romain, de l'Antiquité romaine jusqu'à Napoléon. Et ce que tu dis est drôle parce que, au fond, Auguste, c'est le premier empereur romain, on est au 1er siècle avant Jésus-Christ, presque à l'an 0, quoi. C'est le premier gars qui se dit, mais putain, moi je suis le roi du pétrole et personne ne connaît ma gueule, quoi. Ça sert à rien d'être le roi du pétrole, tu vois. Et il le disait peut-être de manière un petit peu plus polissée, tu vois. Et donc, je vais faire taper des pierres par des gars pour diffuser de la statuaire avec ma gueule tout au coin de l'empire, tout au bout de l'empire, quoi. Donc il y a la première communication politique, au fond, ça existe un peu avant, Alexandre le Grand, etc. Mais ça, c'est vraiment, les Romains là vont le penser, quoi. Et il se dit, mais au fond, j'aime pas trop ma gueule. S'il te plaît, tu veux pas m'arranger un petit peu, sinon je te bute, toi, ouais, bien patron. Et donc du coup, tu remarqueras qu'Auguste, tout au long de sa vie, il a 4 représentations différentes, alors qu'il est au pouvoir assez longtemps. Et à chaque fois, il a le bas du visage hyper idéalisé, il a la tête d'un grec, quoi. Et du coup, c'est exactement les préoccupations d'aujourd'hui, au niveau du pouvoir, mais au niveau de la société, parce que le pouvoir, finalement, ne fait que rendre compte de préoccupations sociétales. Je veux dire, c'est une sorte de ping-pong, c'est même un miroir, quoi. Et aujourd'hui, on fait de la retouche littéralement sur les images. Les Romains ont commencé à faire ça il y a plus de 2000 ans sur la pierre. On fait de la retouche sur les visages, avec la chirurgie esthétique. Certains hommes de pouvoir d'ailleurs s'y mettent, les femmes de pouvoir, évidemment, il y a une pression sociétale qui est beaucoup plus forte sur les filles, surtout après 40-45 ans. Et voilà. Et donc du coup, les deux, je trouve, se rejoignent et racontent une histoire qui est cohérente et qui est continue, quoi. Donc là, déjà, c'est pour ta première question par rapport à l'histoire du pouvoir. Et tu vois, enfin, pour donner un autre exemple, on a parlé juste un peu avant que l'interview commence de BHL. Et dans mes expos, au fond, moi, souvent, je confronte son visage à celui de Louis XIV. Il y a un superbe masque en cire, en fait, de Louis XIV qui est à Versailles, ou du vivant du roi, et tu parlais de Kantorowicz, du double corps du roi. Au fond, à l'époque des rois de France, évidemment, le mec, il pouvait pas être partout simultanément, quoi. Donc du coup, on faisait sa gueule en représentation, en l'occurrence un masque en cire, donc on lui mettait vraiment des bandelettes sur la gueule pour avoir exactement l'empreinte du roi, et que quand le roi était pas là, pour rendre la justice, tac, on mettait ce petit tableau, là, tout pourri, et les mecs, ils pensaient sincèrement qu'on était avec le roi. Ils savaient bien qu'il n'était pas là, le roi. Mais toi, ce qui est formidable, c'est qu'à un moment donné, quand même, l'image, depuis la Bible, je veux dire, l'image parle du rapport à la vérité, à la réalité. Je veux dire, et on sait bien aujourd'hui, depuis Barthes, enfin, que l'image est toujours un mensonge, c'est jamais la réalité, c'est toujours une représentation, une vision de ça. Et que c'est peut-être exactement, si on prend l'image, et que si on parle du sujet qui t'intéresse, la politique, peut-être qu'on peut faire un lien un peu facile, mais qui moi m'intéresse, sur l'idée que, au fond, l'image, tout comme la politique, sont une fabrication qui relève en partie d'une réalité, et puis beaucoup d'une fabrication. Donc on pourrait parler du mensonge, on peut parler de ce qu'on veut, mais ça c'est pas grave, hein, mais que voilà, il faut pas prendre pour argent comptant ce qu'on te met sous les yeux. A fortiori, il y a une espèce d'accélération. Heinrich a fait un livre il y a 2-3 ans là-dessus sur
l'explosion du volume et de la circulation des images, évidemment avec Internet, et puis maintenant de plus en plus avec la production par les citoyens. Il y a récemment une photo de la campagne d'Hillary Clinton qui a fait le tour du monde, où en fait son directeur de campagne demandait aux supporters qui étaient là de se retourner pour faire un selfie avec devant Clinton. Et on a le sentiment que par la révolution de l'information et de l'économie de l'attention, les images qui émanent d'institutions, alors on en parlait dans le cadre des portraits officiels qui ont quasiment toujours existé, mais aussi de plus en plus par la photo de presse, qui provient aussi parfois des réseaux sociaux, etc. On a le sentiment que plus personne n'a le monopole de la construction de son image, et qu'en fait c'est une négociation constante entre, d'un côté, en effet, la volonté du politique de modeler une réalité plus ou moins réelle, et puis de l'autre côté, celle de l'opinion de se servir de l'image pour faire passer une idée, parfois pour détruire politiquement quelqu'un ou pour le servir. Et on le voit par exemple avec les fameuses photos détournées. Il y en a de plus en plus d'hommes politiques où il suffit d'avoir pris une photo avec une feuille blanche pour qu'on vous fasse dire tout et n'importe quoi. Est-ce que toi, en tant que photographe et puis aussi en tant que citoyen, tu as une idée sur l'évolution potentielle de l'image du pouvoir dans les décennies qui vont venir, et sur aussi le poids pour les institutions de l'image? C'est-à-dire, est-ce que finalement, petit à petit, les institutions vont peut-être s'arrêter de produire des images, vont devenir des vrais astres, des vrais corps morts comme ça, et en attente donc qui détiendront leur pouvoir seulement du fait que c'est des institutions? Moi, je ne crois pas en ça. C'est-à-dire qu'on est, qu'on le veuille ou non, dans un monde d'images, une société d'images, et que les images aujourd'hui dans notre société, on est dans un monde de flux. C'est-à-dire que, d'où l'intérêt de la photographie, j'en parlerai après, c'est qu'aujourd'hui, on consomme des images en permanence, et tu parlais de BFM tout à l'heure, où finalement, on ne sait pas bien qui est l'invité, parce que 5 minutes après, et on s'en fiche. C'est exactement pareil sur Internet, hein, où moi, à la fin de la journée, j'ai consommé plein d'articles, plein d'images, de quoi je me souviens, finalement, de pas grand-chose. Et du coup, il y a une déperdition qui est très forte. Alors peut-être que la première manière de résoudre ça, c'est de créer encore plus d'images, en se disant, bah voilà, quand j'en aurais balancé plein, j'ai quand même des chances que dans l'esprit de certains, ça puisse rester, what remains, quoi. Moi, j'ai le point de vue inverse, c'est de dire que, peut-être less is more, mais en tout cas, que la photographie, j'aime bien dire que c'est un sport de loser, c'est-à-dire que ça ne fait appel qu'à un sens à la vue. Et en plus, l'image étant figée, les autres sens sont obligés de travailler. C'est exactement comme la radio, l'audio, ou alors la littérature, l'écrit, je veux dire. C'est l'imaginaire qui travaille. Exactement. C'est-à-dire que, tu vois, et là on est exactement, je trouve, dans le corps de l'image, c'est-à-dire que l'image montre quelque chose d'a priori d'objectif. Je veux dire, ça a été de barre. Je veux dire, c'est que pour que le mec il ait fait sa photo, il faut bien qu'il se soit passé en vrai. Et pourtant, c'est jamais vraiment ça. C'est et c'est pas en même temps. Et là, du coup, il y a un sublime paradoxe et un travail à faire dessus, en tant que faiseur d'images, là je parle pour moi, mais aussi en tant que citoyen, dans la lecture des images. Moi, je suis étonné qu'en classe de première, au lycée, tu apprennes à faire une analyse de texte de Bossuet, dont on a franchement rien à foutre. Enfin, je sais pas pour vous, mais moi j'ai rarement bandé sur Bossuet. Et qu'on ne te demande pas, on t'apprenne pas à lire des images. Je veux dire, toi, futur citoyen, futur consommateur, c'est quand même intéressant cette incompréhension. Alors l'éducation nationale est en train de changer, alors ça change doucement, enfin l'éducation à l'image est très modeste, quoi. Mais c'est le cinéma aussi qui fait son travail, c'est la télé, parfois mal, mais les gamins ils sont confrontés à des images beaucoup plus souvent qu'avant. C'est vrai. Sur le téléphone. Mais c'est vrai, parce que tu es confronté à des images que tu as appris à les lire. Au contraire même. On parle de la théorie du complot, c'est formidable. Je veux dire, c'est que tant avec le mot qu'avec les images, on va pouvoir prêter plusieurs discours. Et ça, c'est formidable parce que l'image, notamment la photographie, c'est quelque chose de polysémique. C'est-à-dire que quand tu dis à quelqu'un je t'aime ou je te déteste, bon, bah, l'autre il va vaguement comprendre ce que tu veux lui dire. Tu montres une photo, surtout les photos que je fais moi, la moitié vont dire il t'aime, la moitié va dire il te déteste. Tu vois? Et j'adore cette perte de sens là. Ça veut donc dire que, au fond, le regardant, celui qui voit l'image, est partie prenante de la réalisation de l'image. Donc peut-être qu'on est dans une société, du coup, politiquement beaucoup plus horizontale que verticale. C'est-à-dire que toi, lecteur, tu vas pouvoir, par ton opinion, créer la moitié de mon travail.
Et dans ton cas, ce qui est intéressant dans toutes les photos que tu as faites d'hommes de pouvoir, c'est que tu as réussi, parce que c'était ta démarche aussi, à faire des photos très différentes. C'est pas des photos officielles du tout. Parfois, ça t'arrive de mettre ton visage collé contre eux, etc., d'aller les chercher, d'aller les prendre dans leurs limites, pour montrer quelque chose de différent de leur personnalité. Est-ce que ça veut aussi dire, parce que maintenant c'est devenu un verbe, c'est se faire rolériser, quoi. Est-ce que ça veut aussi dire que les politiques, dans leur image, ont besoin de débord, ils ont besoin de, comment dire, de créer, comme on le voit d'ailleurs avec Obama qui le fait très bien, de créer du faux spontané. Toi, de plus en plus, tu vas nous expliquer, mais tu fais de la vidéo aussi, et du son en plus des images. Pourquoi? Est-ce que tu te trouvais limité dans la photo face à ces politiques qui ont de plus en plus de stratégies et de techniques pour se cacher ou pour continuer à garder le contrôle de leur image? Ou est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, en effet, la vidéo a aussi cette capacité polysémique pour créer un discours et produire une réflexion sur l'image des gens? Alors déjà, ce qui est intéressant, c'est l'évolution de la société à travers les images. En 1960, tu avais vu le général de Gaulle, la parole suffisait à emporter l'adhésion. Putain, il a vu le général de Gaulle, waouh, incroyable, tu vois. En 1983, tu as photographié François Mitterrand. Je veux dire, on est passé du verbe à l'image. La photo de François Mitterrand, que toi tu as faite Quidam, je veux dire, emporte le fait que tu étais près du prince, quoi. Tu vois, à un moment donné, par effraction, tu étais dans le queue de sa comète, quoi, dans la queue de sa comète. Aujourd'hui, je suis très frappé de voir que avec François Hollande, tout le monde se fait photographier avec lui, on fait un selfie avec lui. Tu vois, c'est-à-dire que dans l'évolution de la preuve que dont l'image serait porteuse, au fond, il faudrait maintenant apparaître sur l'image. Parce que sinon, la photo, tu as pu la chourer sur Internet, enfin, tu as pu la prendre de n'importe où. Et donc, il y a une évolution là-dessus. C'est pour ça que j'ai commencé à mettre ma tête à côté des gens que je photographiais. Parce qu'au fond, il y a plusieurs problématiques. Après, j'en viens à la vidéo. Mais que moi, dans mon travail, rien ne m'échappe. Je travaille sur le pouvoir parce qu'au fond, je considère que le photographe, c'est celui qui a le pouvoir. Pourquoi? Précise-le, parce que tu en parles dans tes expositions sur le fait que justement, l'homme de pouvoir sait qu'il a perdu, puisqu'il va le perdre, son pouvoir. Précise-nous peut-être pour toi une définition de ce qu'est le pouvoir. Peut-être que le pouvoir, c'est ce vieux rêve qu'a l'homme de défier le temps. Et en même temps, comme l'homme de pouvoir est intelligent, il sait bien que le temps sera plus fort. Et le photographe, quand il produit son image, elle reste. Donc il a le pouvoir. Moi, mon métier, depuis quelques années, en fait, c'est d'appeler les maîtres du monde, de leur dire « Hey, salut mon gars, t'as pas une heure pour venir à mon studio à République ?» Parce que République à Paris, quand même, c'est un endroit maintenant qui devient un peu branché, mais pour les gars, des hommes de pouvoir qui habitent dans l'ouest, Paris, donc à l'autre bout, il y en a un qui m'a dit un jour « République, oui, je vois bien, je suis venu une fois dans les années 70. » Il y a des prostituées et des voyous, non? Et j'étais scotché, quoi. Mais voilà, bref. C'est pas leur univers. Hein. Toujours est-il que pour faire se déplacer ces hommes-là, hommes avec un grand H, loin de leur univers, leur centre d'intérêt, de travail, d'habitation et de bouffe, je veux dire, il faut qu'ils décident de perdre ces 2 heures-là, 1 heure de séance et puis une demi-heure aller-retour. Il faut qu'il y ait une raison. Et je me suis toujours posé la question, mais quelle raison? Moi, je suis que moi, je suis rien, tu vois. En plus, c'est pas très utilitaire pour eux. Il n'y a pas, si Pete Gadget fait la couverture sur François Hollande va venir voir Pete Gadget parce que c'est un nouveau public, enfin, c'est considérant comme ils vont pouvoir expliquer la raison de ça. Mais pourquoi ces gens-là vont chez moi? Au fond, je me dis ils sont conscients quand même que tout ce qu'ils font, au fond, peut-être ne servira à rien. Et ils se disent, peut-être que ce couillon-là, sait-on jamais, peut-être que c'est ça qui va rester. Et donc je vais y aller. Parce que redresser la France c'est bien, mais quand même rester c'est mieux. C'est mieux pour eux, et c'est aussi de l'intérêt, c'est ce qui est beau dans le travail d'un photographe, c'est que si on arrive à capter quelque chose de définitif en quelqu'un, quelque chose qui est la personne, c'est-à-dire qui reste dans tous les instants présents, mais qu'il faut savoir mettre en exergue, ça reste pas forcément pour l'histoire des hommes, mais pour l'histoire de soi. C'est ça qui est beau, je trouve, dans tes photos, dans la photo. C'est que ma définition, moi, du pouvoir et de la politique, c'est quelque chose qui est avant toute chose très intime. Si quelqu'un n'a pas le pouvoir sur lui-même, il aura beaucoup de mal à pouvoir changer les choses et avoir le pouvoir sur le destin collectif, etc. Et c'est aussi peut-être ça qui est intéressant dans le travail d'être photographié ou de participer à une séance de photographie. C'est de se défier soi-même, de se situer soi-même, de se voir en réalité, nu. Ouais, moi je suis pas tout à fait d'accord avec ça, dans le sens où, en tout cas, par rapport à l'homme de pouvoir, je pense qu'il y a une grande vanité au fond, tu vois, de ce désir d'apparaître, ce désir de séduire.
le pouvoir, au fond, c'est l'adhésion d'autres à son projet, quel que soit le projet. Et on devient drogué à ça. Je veux dire, peut-être que il faudrait, mais on n'en a pas le courage, toi peut-être, bravo, mais franchir le pas, on est tous d'accord sur le constat on parle du pouvoir politique par exemple, on pourrait parler du monde de la finance, enfin on pourrait élargir notre discussion au pouvoir de manière plus générale, mais on est d'accord pour dire quand même qu'il y a un problème de représentation, un problème de personnel, etc. Il faudrait qu'on ait le courage de dire, bon ben voilà, si je suis pas d'accord avec ces gars, mais je vais y aller moi. C'est-à-dire que si le pouvoir n'était exercé de manière peut-être obligatoire, pendant une durée limitée par un peu n'importe qui, comme le jury d'assises, quoi, j'en sais rien, moi je suis pas politique, hein, enfin voilà, mais je me dis peut-être que du coup ça mettrait des gens très différents face à une responsabilité, ils seraient bons ou pas bons, mais au moins ils auraient sans doute pas, en si peu d'années, il serait pas tombé dans le reflet de Narcisse, quoi. Tu vois. Évidemment, c'est un peu plus subtil que ça, le rapport qu'on a au pouvoir. Mais qu'à un moment donné, tout milieu, au fond, parle à lui-même, quoi. Et que le pouvoir se parle. Je veux dire, je suis très étonné. On va dans les quartiers bourgeois de toutes les villes, on voit bien que la manière d'être des gens, de s'habiller, de se parler, physiquement d'ailleurs, la manière dont ils portent leur corps ou leur visage, je veux dire, n'a rien à voir avec celle des quartiers populaires. Je veux dire, donc tu vois, à un moment donné, le pouvoir, peut-être qu'aujourd'hui, il s'est restreint au fond à des sphères qui sont trop petites, quoi. Et que notre job à nous, ce serait d'étendre au fond la territorialité du pouvoir et sa capacité au fond à être exercée également par des gens qui viennent d'autres univers. Mais c'est un peu le concept de reterritorialisation. Et quand on voit ce qui se passe par l'image, d'ailleurs la puissance, je sais pas si tu te rappelles de ce qu'on appelle la révolution des umbrellas, des parapluies à Hong Kong. C'est la puissance qui était dégagée par ces images, à la fois très esthétiques, très quadrillées et très organisées, et en même temps avec un vrai sentiment de révolte d'une génération, comme c'était sur les autoroutes, etc. C'était à la fois très fort, c'était les premières images en drone, c'est une forme de portrait assez intéressante, sûr, ouais. Et on en vient à ma dernière question sur la suite de ton travail. Maintenant que tu as travaillé autant et avec autant de précision sur ce sujet des hommes et des femmes de pouvoir, quel est le prochain sujet qui te passionne, qui t'intéresse, et peut-être aussi ce mécanisme-là de déplacement entre d'un côté la photo et ses limites, et puis la vidéo, et finalement une part peut-être encore plus intime, une part peut-être plus complexe des êtres que tu captes. Déjà, juste pour revenir à ce que tu évoquais là, sur les parapluies à Hong Kong et sur les bonnes images. Au fond, c'est marrant venant de la part de quelqu'un qui fait des images, mais moi je pense que l'image a perdu son pouvoir, justement, dans le sens où on reprend la photo de Baudroun et du petit garçon retrouvé mort qui nous a tant ému. Je veux dire, 3 mois après, on s'en fout, quoi. Tu vois, on est passé à autre chose, peut-être même pas 3 mois après. Tu vois, donc on a une capacité d'émotion qui est intacte. Par contre, cette émotion-là, elle a une durée de vie qui est ultra faible, quoi. Et Internet, enfin, a sa part de responsabilité là-dedans. Ce qui est intéressant, c'est-à-dire que la photographie est considérée par un certain type de personnes comme des productions de l'esprit, de l'art, mais de l'autre côté, on l'a vu récemment avec cette magnifique photo de cette jeune fille, cette jeune enfant vietnamienne nue sur les routes, comme ça, qui est une photo majeure de l'histoire de l'humanité, que moi je pensais tout le monde connaissait. En fait, pas du tout. Des gens sur Facebook l'ont signalé comme une photo pédo-pornographique, et Facebook l'a supprimée. Parce qu'il n'y a pas d'éditeur en chef, en fait, chez Facebook. C'est un logiciel. Et s'il y a plus de je sais pas combien de plaintes, ils l'ont supprimé. Il y a eu la même chose avec le tableau L'origine du monde de Courbet. Et ça, c'est fascinant. C'est-à-dire, est-ce que finalement, la photographie, maintenant que tout le monde peut en faire, que le dispositif est omniprésent partout et donc d'une simplicité affligeante, c'est encore une production de l'esprit. Et j'y reviens, comment toi tu continues dans ton métier à te considérer et à faire de la photographie? Moi je pense que c'est toujours une production de l'esprit et que la question c'est pas parce que tout le monde fait quelque chose que cette chose-là est dévaluée. Il va y avoir plein de gens qui font des choses formidables et ce qui est chouette avec la photographie c'est que au fond tout le monde va pouvoir faire de formidables photographies. C'est un médium qui est assez simple à l'inverse de l'écriture, tu vois. C'est que on est quand même dans une société, la société française, où le langage depuis le XVIIIe siècle, le siècle des Lumières, c'est l'écrit. Tu vois, enfin c'est le langage qui s'écrit ou qui se parle. Et ce que je trouve intéressant aujourd'hui, et c'est là la force de notre génération de manière extensible, c'est que on utilise l'image
comme une arme de pouvoir. Voilà. Et que du coup, ce faisant, on a cette capacité-là de peut-être mettre en scène, mais en tout cas de créer du langage et du discours de manière bien plus directe, offensive et forte que les mots. Tu vois. Et donc ça, c'est une première chose. Donc par rapport à l'avenir, je deviens de plus en plus un artiste, c'est-à-dire que je considère que la photographie, c'est quelque chose, c'est une première étape. J'acquiers au fond du matériel qu'après je vais pouvoir dans des expositions utiliser pour donner du sens. Et donc, ce faisant, je vais pouvoir utiliser d'autres choses que l'image stricto sensu, l'image photographique. J'utilise des fois l'image vidéo. En fait, ce que je commence à faire là, moi, ce qui m'intéresse, c'est que la photographie, ça fait appel au regard. C'est un sens. Je veux dire, à l'exclusion des autres. C'est un art pauvre, et j'adore les arts pauvres. Pourquoi c'est un art pauvre? Parce que normalement, aujourd'hui, quand tu es face à une image, tu as un mec au ralenti comme ça qui tombe en arrière avec des balles qui passent tout le temps. Tu as de la musique, tu as une meuf au gros sein avec un gros décolleté qui passe en arrière-plan. Je ne vous regarde pas exprès à ce moment-là, mademoiselle. Mais, et du coup, ce qui est formidable, c'est que tu n'as pas besoin de penser. Je veux dire, on a pensé pour toi. Tu n'as qu'à être là comme une grosse vache. Alors, ça peut être formidable. Je parle d'un film qui était super, quoi. Mais tu vois, c'est que tout le travail, au fond, de réflexion, il est créé pour toi. Et que ce qui est formidable dans l'image fixe, c'est que c'est un sport de petite bite, quoi, tu vois, je veux dire, comme son objectif, là, je veux dire, il fait 2 cm de long, quoi, je veux dire, j'ai pas de pare-soleil, tu vois, je veux dire, j'ai pas de gros zoom, et à l'inverse de l'autre gars, là-bas, mais, et du coup, parce qu'on te donne accès uniquement à une chose, ton esprit va imaginer les autres. Moi, quand on me parle d'Edmond Dantès dans le bouquin de Dumas, je veux dire, moi, le comte de Monte Cristo, il a une gueule. Je veux dire, tu vois, je me suis fait une représentation de lui, simplement à travers les mots. J'irai jamais voir un film où il y aurait un jeune blond premier du cinéma français qui jouerait ce rôle. Ça, c'est pas possible, quoi. Et donc, du coup, voilà. Donc, le fait de faire appel, au fond, à des exercices, à des outils qui montrent un sens et qui te font imaginer les autres, je parle de l'image photographique, me font aujourd'hui découvrir le son, parce que c'est exactement la même histoire. Je veux dire, quand tu écoutes une voix à la radio, tu imagines un univers. C'est comme quand tu es dans la rue, des fois, moi je vois des filles de dos, et puis il y a quelques temps, en fait, il y a quelques années encore, je cherchais à les dépasser pour voir leur visage. Et plein de fois j'ai été déçu, et puis ce qui est sublime, c'est d'imaginer, au fond. Tu vois le verso, et tu ne verras jamais la face. Donc tu l'imagines. Et donc ce que je fais aujourd'hui, et dans l'avenir, ça va être l'objet de mon travail, que j'associerai, je veux créer dans mes lieux d'exposition des pièces noires, où il y aura des bribes de son. Je retourne voir mes hommes de pouvoir, certains que j'ai photographiés, d'autres je ne photographierai pas, et on parle du pouvoir. Par exemple, il y a une fille qui était une des plumes de Sarkozy à l'Élysée, qui me racontait, au fond, comment être une femme dans le palais de l'Élysée, c'était hyper difficile. Parce que, et on est proche du son là, où que tu marches, le parquet fait du bruit. Je veux dire, tu ne te déplaces pas dans ce palais-là sans être vu ni connu. Je veux dire, tu as des huissiers devant chaque porte qui vont t'annoncer. Et donc voilà. Donc c'était vachement intéressant comment elle racontait son exercice du pouvoir, au fond sa fréquentation du pouvoir à travers le son. Tu vois. Et donc je recueille comme ça plein de choses différentes qui, un jour dans une exposition, font quelque chose. Pour donner un dernier exemple, j'ai un banquier, un grand banquier, un patron d'une grande banque, qui me disait, mais je lui demandais, mais pourquoi vous avez fait ce boulot, quoi. Et il me disait, mais au fond, moi mon père c'était un grand intellectuel, ce champ-là m'était interdit. Voilà. Et que pour être vu par mon père, pour qu'il me regarde, il a fallu que je trouve quelque chose qui soit différent de son champ à lui, où je puisse me hisser. Donc j'ai choisi la banque. Voilà. Et c'est génial, parce qu'on fait tout un fantasme en fait sur ce monde de la finance, comme disait notre président de la République actuelle, dans le discours du Bourget, ce monde sans nom et sans visage. Tu vois, la violence de ces propos, c'est quand même hallucinant. C'est qu'on parlait des 200 familles et des juifs dans les années 20, exactement comme ça. Tu vois, je veux dire, évidemment, il n'est pas antisémite, mais je veux dire, c'est quand même, moi j'ai été frappé par la violence du propos. Et ben, voilà, ce gars-là, au fond, a fait ce métier-là, simplement pour que son père puisse être fier de lui. C'est hyper beau. C'est drôle parce que finalement, c'est un art peut-être mineur, tu dis la photographie, mais en tout cas c'est un art hyper politique parce qu'il touche l'imaginaire, comme la politique qui ne fait que lier les gens les uns aux autres pour avoir le même imaginaire et avancer. Et au final, tu tombes en accord avec ce que moi je commence de plus en plus à penser. C'est-à-dire qu'en fait, la seule chose qui reste, on peut prendre les décisions qu'on veut, on peut, tout le monde se fout du chiffre d'affaires de Apple ou de Canon il y a 2 ans.
En revanche, tout le monde, je crois, enfin en tout cas un tas de gens, se rappelleront peut-être de la photo que tu as faite de BHN, ou peut-être en effet, la photo de Depardon avec Hollande, la photo officielle de Depardon pour Hollande. Je pense qu'on se souviendra. En tout cas, moi, je m'en souviendrai, Ouais, et je pense qu'on sera nombreux, parce que ça dit quelque chose d'un moment très précis de notre vie, et ça nous renseigne aussi, nous, sur comment nous, on a vécu ça. Et ce qui est beau, c'est que tout le monde parle aujourd'hui de révolution politique, avec ou sans radicalité d'ailleurs, mais la vraie révolution, elle va être anthropologique, en fait. Elle va être dans le regard, beaucoup dans le regard, aussi dans le reste, dans l'adaptation, mais dans le regard que les gens vont porter sur eux, sur les autres. On le voit avec une explosion d'intolérance un peu partout, mais aussi de l'autre côté, un développement de la solidarité, du partage, de l'échange, etc. Et la photo peut pas être étrangère à cette révolution-là. C'est pas possible, puisque la manière la plus simple de penser, tu l'as dit, c'est l'image. Et la manière, aujourd'hui, ce qui est peut-être dingue, moi je vois dans ma génération, je suis de la première génération où des gamins sont nés et ont grandi en pensant qu'ils allaient devenir des gens de la télé-réalité. Ça n'existait pas avant, il n'y avait pas de télé-réalité quand t'étais gamin. Moi j'avais, je sais pas, 12-13 ans quand il y a eu le Loft. Il y a des gamins qui grandissent vraiment, qui construisent un petit peu, qui décalent leur personnalité pour pouvoir rentrer dans des schèmes et des castes et des rôles, entre guillemets. C'est absolument flippant à quel point ce pouvoir de l'image, sa propre image dans la représentation et la représentation de l'image pour soi, et au-delà d'être pathétique, en fait, est très grave de conséquences. Et peut-être que la première chose à faire dans une révolution, c'est de reprendre le pouvoir sur sa propre image. Et on parlait de ça tout à l'heure en off, mais moi, dans mon cas hyper précis, pour le coup, j'ai commencé dans ma ville de banlieue, dans mon milieu modeste à faire de la politique, et j'avais un regard sur les hommes de pouvoir, ou sur ceux qui aspiraient en effet à faire adhérer à leur projet, qui était complètement différent. Je considérais que cette espèce de moule, cette idée qu'on se faisait du pouvoir était commune, et que si d'une certaine manière, tout en restant qui on était, on n'y rentrait pas, on ne pouvait pas être entendu. Aujourd'hui, je considère, peut-être parce qu'il y a un mouvement de fond qui est en train de changer, que c'est l'inverse. En fait, les images ne sont des vraies images que quand elles sortent quelque chose de vrai, de réel, de sincère, elles nous parlent d'une vérité intime, quoi. L'art, c'est de l'intime, c'est que de l'intime. C'est Nietzsche qui l'a dit avant nous, on n'a pas de vérité, mais l'art, c'est l'intime, et la politique, c'est l'intime, la photographie, c'est l'intime. Donc il y a encore plein de choses à découvrir, de mensonges à révéler, et aussi, je crois, de changements à faire naître. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Longue vie, Olivier, et à bientôt. Merci. On va mettre le lien de tes futures expos et de pas mal de tes projets. Merci beaucoup. Merci à toi. À vite. Ciao. Salut. Et puis, le chien s'est endormi. C'est vrai? Écoute, on dirait, non? Ah ouais, mais je le garde. Si t'as besoin de vacances, je le garde. Salut, tu vois, hein? Ou non, tu sais qu'on allait t'abandonner, toi. Qu'est-ce que t'en penses du pouvoir, hein? Quand il y a des croquettes, t'es content.